Eh bien, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 7e art dans tous ses états. Aujourd'hui, on va vous parler de The Northman de Robert Eggers, sorti il y a quelques jours, le 11 mai, donc on en est à un petit peu plus d'une semaine. On a eu la chance tous les trois de pouvoir le voir, donc on va savoir ce que vous en avez pensé tous les deux, moi aussi. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc on a sur un film récent. Voilà, donc c'est assez rare, donc on va en profiter pour une fois que vous avez vu un film quasiment en même temps que moi. C'est assez rare, même si vous voyez plein de films que je n'ai pas vus, donc Ouais, bah toi au cinéma, puis nous en VOD. voilà, donc en décalage la plupart du temps. Et là, c'est vrai que par chance, on a réussi à le voir quasiment en même temps. Ouais, il était dispo en VOD une semaine après sa sortie, en fait. Ouais, donc moi j'ai dû le voir la semaine de sa sortie, donc voilà. Déjà, salut Clémence et salut Jérôme. Salut. Parce que je me lance un petit peu, mais c'est vrai que toujours bonjour, c'est toujours plus agréable. Exact. Donc, on va commencer déjà avec la petite fiche technique du film. On va faire un petit truc. Oui, Jérôme? Et à ne pas oublier que la vidéo va être en podcast aussi. Ah, On vous met la petite vignette, plus les adresses, ça défile. bien vu, bien vu, bien vu. C'est toujours important de le préciser. On vous le dit au début, comme ça c'est fait. Voilà, on ne viendra pas vous embêter à la fin avec ça. On essaiera de clôturer calmement et proprement. Donc du coup, petite fiche technique. Alors, on a la réal Robert Eggers, donc c'est le 3e long métrage qu'il nous propose à la suite de The Witch et The Lighthouse. Donc, dans chacun de ces deux films, il a déjà drivé un acteur et une actrice, du coup, donc Anya Taylor-Joy dans The Witch et Willem Dafoe dans The Lighthouse. Ouais, avec Robert Pattinson aussi. Et du coup, c'est The Lighthouse ou Lighthouse C'est The Lighthouse, ouais. C'est une allégorie sur. Ouais, c'est une allégorie sur le mythe de Prométhée, un petit peu des références à la mythologie grecque. Tout ça dans un huis clos, dans un phare, quoi. C'est bien foutu. J'ai bien aimé. Ça a l'air d'être un réal qui aime bien aller piocher dans les mythologies et un petit peu le fantastique. Exact. Donc du coup, oui. Ouais, ça fait du bien, quoi. On a peut-être un réalisateur un petit peu atypique qui essaye justement de ne pas faire du commercial, même quand il a des gros budgets de blockbuster, il reste fidèle à son côté, au côté artistique, quoi. Ah bah il avait quand même 90 millions, il avait de quoi faire sur celui-là, ça, The Northman, son plus gros budget depuis qu'il a commencé, bon, en même temps 3 films. Je crois que The Witch doit être même pas 10 millions et The Lighthouse on est dans les 40, un truc dans le genre. 40, 50 millions, oui, c'est pas des gros budgets. Donc ouais, dans le cinéma de maintenant, non, c'est pas énorme. Donc du coup, il a écrit le scénario avec quelqu'un qui s'appelle Jon, ou Sion, je sais pas comment ça se dit, qui est un écrivain intellect islandais, donc qui a fait pas mal de poésie, et aussi il a écrit pour une des actrices chanteuses, Björk. Oui. Donc on va dire que voilà, ça... C'est assez cohérent, on va dire, au niveau de l'écriture. Exact. Au niveau des musiques, on va dire que c'est vraiment des novices dans le genre de la bande originale parce qu'il a pris vraiment des mecs, c'est vraiment que leur première BO. Ouais. Il y en a un des deux qui a travaillé avec Björk aussi, donc oui. Robin Carolan et Sébastien Gainsborough de son nom de scène Vessel. Petite durée de 136 minutes. Donc un petit peu plus de 2 heures, ça passe bien, 2h15 même. On peut noter aussi un putain de gros casting aussi. Donc j'allais y venir. La date de sortie 11 mai chez nous, on l'a eu quasiment un mois après le Royaume-Uni et 3 semaines après les États-Unis parce que sorti 15 avril en Angleterre et donc Écosse et compagnie,
et le 22 avril aux États-Unis. Donc, le casting, alors là, c'est plutôt assez étoffé, avec Alexander Skarsgård dans le rôle d'Hamlet. Hein. On l'a pu le voir dans Tarzan, Zoolander 1 et 2. Enfin, il a quand même déjà pas mal de titres à son effectif. Alors, perso, j'ai pas vu Tarzan, mais a priori, il est pas mal. Ah, nous, on a kiffé. Pas mal. Un beau film d'aventure à l'ancienne, on va dire, presque. Ensuite, Nicole Kidman dans le rôle de sa maman, dont j'ai totalement oublié le nom. Si tu l'as, tant mieux. Je l'ai, il est juste ici. Queen Gurdron. Ensuite, on a Anya Taylor-Joy. Donc elle a travaillé déjà avec Robert Egger, comme on le disait un petit peu plus tôt. On l'a vu dans Split aussi, hein, c'est la jeune fille qui se fait enlever. Là, dans Split, Glass, Last Night in Soho. Elle a aussi fait une série à la mode sur Netflix, Le Jeu de la Dame. Ouais, c'est une petite actrice qui monte de plus en plus, hein, apparemment présupposée au casting pour faire Furiosa avec George Miller. Hein, c'est ce qu'on a pu comprendre. Ouais. Ouais, donc c'est Olga, c'est ça? Olga, oui. Et du coup, elle a déjà fait un téléfilm sur l'univers viking. Ça s'appelait Le Clan des Vikings en VF et Viking Quest en VO, du coup. C'est vrai qu'elle peut prêter avec ses longs cheveux. Enfin, je sais pas si elle est brune ou blonde de base, mais c'est vrai qu'elle elle peut faire type nordique. Je l'ai toujours vue blonde, en tout cas, dans Split, elle est brune. Oui, mais ça fait coloration. Comme j'ai pas suivi trop les autres films. Non. Voilà. Donc, on a aussi Ethan Hawke, qui joue le roi Orvendil, le père de Hamlet. Lui, on a pu le voir dans Training Day, American Nightmare. C'est on va dire une référence établie. D'ailleurs, on retrouvera Ethan Hawke aussi bientôt au cinéma dans Black Phone, un film thriller horrifique que prévu en juillet, il me semble. Donc, vu qu'il me bottait bien, je l'ai retenu. Oui, j'ai vu la bande-annonce, je sais plus quand. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais. Yes. Donc ensuite, l'énormissime Willem Dafoe. Je sais même pas s'il faut le présenter. Hein. Ouais. Entre Platoon, La Dernière Tentation du Christ, la trilogie Spider-Man, The Lighthouse du coup récemment, plus un parcours long comme le bras. Alors des fois, il a pas forcément des gros rôles, mais des rôles marquants. Donc John Wick aussi récemment, les John Wick. Hein. Oui. Bon, pas forcément un grand rôle, mais assez important. C'est un acteur qui marque quand même par sa présence. Après, il a fait un très très beau thriller qui est peut-être pas très connu. Petit aparté au cas où le serial killer fait des espèces de mise en scène avec la peau des gens. Anamorphe, je crois. Anamorphis. D'accord. Voilà, donc le thriller Anamorphe qui est vraiment excellent avec Willem Dafoe en enquêteur sur des crimes en série superbement mis en scène. D'ailleurs, les mises en scène, pour moi, elles ont été reprises dans la série Hannibal avec Mads Mikkelsen. Ça m'y a fait penser. Hein. D'accord. Un film qui est bien. On retrouve aussi Björk. Oui, qui joue le rôle de la sorcière. Donc, elle est chanteuse à l'origine, mais elle a déjà quand même fait un film, Dancer in the Dark. Perso, j'ai pas vu. Ouais. Non, je l'ai pas vu non plus, mais j'en avais entendu du bien, mais c'est vrai que je l'ai pas vu non plus. Bon, après, Björk, qui a été une chanteuse qui avait quand même son petit mérite, mais qui maintenant est passée de mode. Surtout qu'elle avait son univers, elle était vraiment sur du limite tradi. C'était avec un peu d'électro de temps en temps aussi. Voilà, donc à rester dans le langage, on va dire, scandinave. Moi, j'aimais bien, c'était sympa.
Voilà, ça s'écoutait plutôt pas mal. Hein. Et dernier que j'ai mis dans le casting, parce que je vais pas tous les citer, Claes Bang, donc qui a joué dans The Square. Hein, d'ailleurs, il a eu récompense du meilleur acteur à la cérémonie du cinéma européen en 2017. Ouais. On a pu le voir aussi dans Millennium, il me semble, avec James Bond. Ah, le remake de la version scandinave, oui, je l'ai pas regardé du coup. Avec Oui, Daniel Craig. oui, Daniel Craig. Moi, Millennium, j'ai regardé que les originaux avec le père Skarsgård, justement. Ouais, bah du coup, il apparaît. J'ai pas voulu regarder les remakes à tort, peut-être, je sais pas. Et du coup, Claes Bang qui joue le rôle du frère de Orvendil. Ouais, le félon, quoi. Voilà, on va pouvoir le situer comme ça. Et puis, camp, un méchant, bien, hein. Voilà, on va dire qu'il est cohérent dans l'univers et de ce que ça a raconté. Oui, Clem. Il faut savoir que dans le casting original, il y avait le Bill Skarsgård, qui était le frère de Alexander, qui devait jouer un rôle. Sauf que, à cause du Covid et des raisons d'emploi du temps, il a quitté le casting et a été remplacé par Gustav Lind. Qui fait que. D'accord. Alors, Gustav Lind qui joue le rôle de. Qui joue le rôle de Thoris de Proup. Ça raconte quoi, The Northman? Bah, c'est juste une histoire de vengeance. Oui. Ouais, je veux dire juste, mais Qu'on connaît bien, hein, puisque déjà adapté par Shakespeare et adapté par Disney avec Le Roi Lion. et enfin, on peut même remonter encore plus loin, mais ça, je vous le dirai un petit peu après, du coup. Bah, c'est Hamlet. Hein, il assiste au meurtre de son père, le roi Orvendil. Et bah, du coup, oui, hein, vous l'aurez compris, hein, assassiné malheureusement par son traître de frère. Hein. C'est un synopsis simple, en fait. Hein. Et du coup, Hamlet fait le serment, il jure vraiment sur son honneur, et chez les Vikings, hein, c'est vraiment hyper important de le venger. Il quitte du coup son village en barque et on le retrouve une vingtaine d'années plus tard où c'est devenu un berserk. C'est ça. Et par le plus grand des hasards, il va retrouver la trace de son oncle et il va tout faire pour tenir sa promesse. Donc voilà, ça c'est vraiment le speech de départ. Bah, c'est concis, mais c'est bien résumé. Voilà, donc On n'a pas trop dit, c'est nickel. voilà. J'avais pas trop envie et puis je savais pas si on allait spoil un peu ou pas, donc Je pense que c'est un film où tu peux spoil très vite, parce que c'est vrai que le scénario il est très simple. Après, c'est plus la mise en situation qui va faire que ça va bouger, quoi. Et donc, du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport à Shakespeare. Mais en fait, ça revient encore plus loin, parce que Shakespeare, c'est 1600 ou quelque chose comme ça. Shakespeare a adapté la légende nordique, en fait. Voilà, de Saxo Grammaticus. Ce Exactement. mec-là, il a écrit le premier bouquin scandinave. Voilà. Et du coup, bah, alors Shakespeare, il en a peut-être entendu parler, on ne sait pas trop. Il l'a tout simplement lu et il a adapté ça à son époque. Voilà, et du coup, Saxo Grammaticus avait écrit en fait juste Hamlet. C'était tout court. Shakespeare, lui, il a réinterprété en pièce de théâtre avec des tenants un peu plus poussés, des histoires un peu plus annexes, on va dire. Puis son phrasé très shakespearien. Voilà, et du coup, ça s'appelle maintenant La tragique histoire d'Hamlet, prince du Danemark. Voilà, alors que ça se passe pas du tout au Danemark, en fait. Du tout. Et, et du coup, c'est plus une légende islandaise que danoise, en fait. moi, ce que j'en ai eu, ils disent scandinave. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, en 1200, la Scandinavie, les pays étaient peut-être pas forcément les mêmes qu'on connaît maintenant. Je suis pas encore assez calé en histoire géo ou pour. De ce que j'en ai lu, oui, c'est plus islandais. Oui. Bon. D'accord, ouais, l'Islande, c'est carrément. Je fais pas fou en la matière. Hein. C'est juste que j'ai lu. Après, c'est vrai, c'est pas. Ouais, après, c'est vrai qu'il y a tellement de choses de fait que. j'ai pas la science infuse non plus. On a un autre lien avec Shakespeare et Hamlet, du coup, hein, le Hamlet de Shakespeare. Bien sûr.
Ethan Hawke, il a joué dans le film Hamlet de Michael Almereda en 2000. Donc, Ouais. ça le poursuit un peu, on va dire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai encore quelques petits trucs à écrire, à dire. Donc, on pourra parler après un peu du film. Robert Edgar, il s'est entouré de 3 experts en culture viking pour vraiment étoffer son scénario et s'en approcher vraiment le plus possible de la réalité. J'ai l'impression qu'il veut vraiment une immersion totale. Peut vraiment avoir une exactitude historique et mythologique. Il veut pas dénaturer la culture ni l'insulter et vraiment se rapprocher au maximum du pays, de la culture, de la mythologie, et c'est tout à son honneur d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a demandé à un professeur d'archéologie, un professeur de folkloristique islandais et une historienne auteure islandaise du coup. Mais pas que. Voilà, il s'est vraiment entouré de personnes qui connaissent un peu mieux que lui, je pense, la mythologie et l'histoire scandinave. Voilà, il a même refait forger les épées à l'ancienne pour le film. Il a fait appel à des forgerons qui travaillaient encore dans le traditionnel, la forge viking. Et il a fait reforger les épées non coupantes. Donc il se trinque-balle avec des vraies épées nordiques dans le film pour se battre. Et faut savoir que c'est quand même un des rares films aujourd'hui qui est tourné sans aucun fond vert. Tous les décors sont naturels. Ils ont été reconstruits à l'ancienne. Selon les constructions vikings, ça a été un chantier de plus d'1 an. Il a mobilisé des moyens techniques de ouf pour vraiment être, comme tu disais, dans une immersion totale, quoi. D'ailleurs, même pour la reconstitution du combat final, du coup, ça se passe pas vraiment dans un volcan, hein, un peu trop dangereux pour. Heureusement. pour les acteurs, du coup, c'est peut-être une des rares scènes où justement il fait appel aux effets numériques pour la lave. La Valkyrie aussi. Mais il a quand même, dans une carrière, fait parvenir 15 tonnes de sable noir. Mais juste pour refaire un volcan, quoi. Un malade. Mais putain, la scénographie, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce que c'est beau. Et il a aussi demandé aux compositeurs de la musique, du coup, de garder vraiment que des instruments traditionnels. Ouais, bah oui, il a été super pointilleux là-dessus, c'est un truc de. D'ailleurs, j'ai noté les noms des instruments, mais la Starkarpa, donc c'est une lyre en crin de cheval. D'accord, oui, d'accord. Le Langspiel, du coup, c'est une sitar islandaise, et puis des pipes, des cornes en bois, en ossement, en cornes d'animaux, enfin. De toute façon, le film a quand même une consonance très tribale, en tout cas au début. Ah oui. Et ouais, tiens, la Valkyrie, t'en parlais. Ça a fait quand même assez débat. On a l'impression qu'elle porte un appareil dentaire. Oui, mais il s'est renseigné. Ils ont retrouvé des cadavres de jeunes Voilà. enterrés avec des marques de bagues sur les dents. Donc, lui, il s'est inspiré de ça et puis il a décidé de faire une Valkyrie avec des prothèses en argent sur les dents. C'est pas un dentier, c'est une sorte de dentier. Donc il sait pas. C'est un parti pris. Après, c'est vrai que les historiens sont assez partagés sur l'histoire. Donc, Après, ça reste un film. Il a aussi fait un choix esthétique qui était peut-être supposé, quoi, par des faits réels. C'est ça. Ouais, bah après, c'est à peu près tout. À moins que Clem, elle, de son côté, elle a d'autres petites anecdotes. Je la sens bien partie pour ça.
Donc, tout à l'heure, on parlait de la transformation physique de Alexander Skarsgård. Forcément, on va nous casser les couilles avec lui. Évidemment. Donc, en fait, Il dure combien de films, tu disais déjà 2h15 à peu près. Elle a dû changer 136 minutes. Elle a dû changer sa culotte 5-6 fois. Même pas. Non, mais Alexander Skarsgård, c'est un acteur qui est tellement sous-estimé. Enfin, c'est tellement un très bon acteur que, honnêtement, il devrait. Moi, je ne sais pas si vous l'avez noté. Alors après, je vais te couper et puis après, tu diras ce que tu as envie. Oui. Est-ce que tu as remarqué sa différence de physique? Il est énorme au début, là, quand on le retrouve en tribal, en berserker. Est-ce que tu as remarqué que pendant le film, il maigrissait, en fait? Par rapport à sa condition d'esclave. Il était moins carré, il était moins gros, moins de pecs, moins de biceps. C'était beaucoup plus mince, même du visage. T'as remarqué ou pas? Sa condition d'esclave pendant le film a fait que. Ouais, bah tu vois, ça. Je pense que ça a été vraiment poussé jusqu'au bouddhisme. Moi, j'ai dit à Clément, je dis putain, quand même, c'est balèze, quoi. On t'écoute, Clem, du coup. Du coup, pour la transformation physique du corps d'Alexander Skarsgård, il a travaillé avec le même nutritionniste et un coach suédois qui s'appelle Magnus Dimbarpak, avec qui il avait travaillé à Tarzan. Donc, en fait, c'est le même coach qu'il a travaillé au niveau du corps. Et donc, ils expliquaient qu'il voulait qu'il soit beaucoup plus épais, moins sec que dans Tarzan. Ah oui. Et donc, pour ça, Alexander faisait 5 repas par jour. J'étais là aussi pour m'assurer qu'ils prennent des pauses toutes les 3 heures pour manger. Donc en fait, le coach le forçait à toutes les 3 heures à prendre des pauses pour en fait le faire manger. C'est 5 repas par jour en fait. Moi après j'ai vu un coaching comme ça, mais c'était pas Alexander Skarsgård, c'était Zac Efron, parce qu'il s'est baraqué. Putain, il faut que ça dure journée, quoi. Il bouffe. Il dort, enfin il bouffe, il sieste, il pousse. Ils font que du sport, bouffer, dormir, quoi. Ouais, ils sont quand même quelques-uns à se contraindre un peu comme ça. On prend Christian Bale, le mec, il joue avec son physique de ouf. On va dire que maintenant on est quand même dans la musculature, tous les acteurs sont musclés, voilà, on est au culte du beau, du corps des faibles, mais putain c'est un sacré boulot. On peut que les féliciter de leur investissement. Ceux qui se prêtent au jeu, oui, carrément. Autre chose? Oui, il parlait aussi des bateaux vikings. Je ne sais pas trop si vous avez vu Donc, le chef décorateur Gret Latrop a supervisé la construction de 2 types de bateaux vikings. Un lapskip, un navire de guerre long et étroit à voile haute, et un Knorr, un bateau marchand plus lourd. Ils ont été fabriqués dans une école désinfectée en Tchéquie, puis transportés jusqu'en Irlande, en plein confinement. En Irlande, ils sont... En Irlande, ça a été tourné en Irlande. Ouais. Plein confinement, donc dans ce souci d'authenticité, les méthodes de fabrication traditionnelles ont quand même été respectées. Il y a une partie du film qui a été tournée en Islande et une autre qui a été tournée en Irlande. Certainement, à partir du moment où il est dans la ferme, on est plus en Irlande, je pense. Je pense, ouais. Autre chose? Non, ce sera tout pour moi. Ok. Voilà. Donc, un investissement du réalisateur à avoir une fidélité au peuple, à la mythologie et à l'histoire qui est quand même assez dingue aujourd'hui. Ça n'en est que plus agréable à l'œil et au suivi de l'histoire. 70% du film a été réalisé en Islande. Ouais, 70% du film, ouais, c'est quand même un beau paquet. Puis je pense que s'il n'y avait pas cet investissement artistique, le film a un synopsis très banal, ça ne fonctionnerait pas. C'est ce que je me disais, on est vraiment sur des histoires de vengeance comme on en voit un peu plus, un peu partout. Et après, c'est que le décor qui change, mais au fond, l'histoire, c'est la même. Le côté, on va dire, mythologique a vraiment une grosse part, mais ça faisait partie de la vie des Vikings, qui pour eux, les dieux, c'était vivant, ça existait réellement. C'est pas comme nous maintenant où on se pose réellement la question. Eux, il n'y avait même pas la question, ça existait, point barre.
Ah bah ça a été toutes les cultures anciennes comme ça, hein. Ils se posaient pas la question de savoir si ça existait ou pas, ils y croyaient pour voir. Oui, ça faisait partie de l'art depuis la Renaissance, tout était relié, les moissons, la culture, bien sûr. les naissances, les mariages, tout était relié, c'est avec aux dieux. Hein. L'évolution de la science, l'alchimie, et puis que ça a commencé à se dire, si nous on arrive à faire des choses aussi incroyables, est-ce que ça existe vraiment? On était en droit de remettre en cause le sacré, le divin. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est quand même. Voilà. Et ça en fera partie intégrante totalement tout le long du film. Hein. Le film, il est mystique. Il est entre le réalisme et l'onirisme tout le temps, quoi. C'est un mélange des deux qui est quand même mélangé, mais bien dosé. Comme, je sais pas, vous l'avez vu en VF, du coup? Oui, oui, mais avec des parties sous-titrées quand même. Hein. Ouais, bah au début, ça parle. Il y a des parties sous-titrées. On l'a vu en VF, oui. Oui. Parce que du coup, ils disent Odin, quoi, tu vois. Oui, oui. Oui, enfin, normalement, c'est même pas Odin, c'est Oden, normalement. C'est pareil, c'est une culture qui a été en Islande, dans la Scandinavie, en Germanie, les noms ont été modifiés. Donc maintenant, voilà, il n'y a pas une prononciation qui est plus fausse que l'autre. Quand tu regardes dans la série Viking avec Ragnar, c'est Odin. Hein. Ouais, ils disent, bah oui, parce que là, c'est totalement anglais. Et puis, bah, c'est pareil pour la mythologie grecque. Hein. De la mythologie grecque à la romaine, tu retrouves les mêmes dieux, sauf qu'ils changent de nom, Mercure, Jupiter. Voilà. Après, c'est Zeus, Hécate. Enfin, voilà. Ah, et puis nous, en tant que Normands, ça nous touche un peu plus. Hein. Les Vikings, c'est un peu nos ancêtres. Aussi, oui, on a une histoire liée, hein, c'est sûr. C'est ça. Quand avec Monsieur Rollon, il avait pris Rouen. Voilà. Oui. Oui, exact. Bah oui, qu'on voit d'ailleurs dans la série Viking, la saison 3, je crois. Hein. Bah oui, il se marie avec Gisèle. Avant que ça se barre en couille, la série. Jusqu'à le milieu de saison 4, bah, la mort de Ragnar, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est plus trop intéressant. Bon, enfin, bref. Niveau des décors, c'est splendide. Moi, je suis resté bouche bée tout le long du film. C'est ça, c'est ça. J'imagine que sur la grande séquence, ça va être encore plus impressionnant. Ouais, on a regretté quand même de le regarder. Nous, on est quand même assez bien équipés, mais comme je dis souvent, mais on a quand même regretté de ne pas. De ne pas l'avoir vu sur le grand écran. C'est un film qui mérite d'être vu sur le grand écran. C'est une expérience, et même à la fin du film, tu vois, d'habitude, tu as les gens, ils se lèvent, ça parle, nanana. Là, le film, c'est fini. C'était, mais il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien, plus personne parlait. C'était, tout le monde est resté, mais pantois. Bah, je pense que tu as quand même, c'est pas n'importe quel public qui va voir ce film-là, tu y vas en ton âme et conscience en sachant que ça va pas être un blockbuster, parce que ça a quand même un gros budget, mais que ça va pas être un blockbuster de Michael Bay ou de chez Disney, quoi. Hein. Tu es quand même là avec un artiste, un auteur qui va te faire quelque chose. Là, je suppose que tu n'avais pas de gamin de 15 ans qui est marié. Hein. Ah non, du tout, non. Et puis, tu peux même te dire, merde, qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Ah oui. Bah oui, ça fait un peu matière d'ovni maintenant, un film comme ça. Autant assumer dans l'esthétique. Pour les propos, hein. Ouais, et puis même les cadrages, quoi. Je veux dire, le film, après, si on doit aller plus loin en matière de technique, il y a des plans, il y a un magnifique plan séquence pendant Le premier assaut, là. Ouais, l'assaut des loups. L'assaut des loups, là, du village, là, enfin, quand ils sont en Berserker, le plan séquence, il est superbe, quoi. Puis, il est vraiment. Puis en plus, j'avais vu un documentaire, il est vraiment millimétré, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, Robert Egger a fait des flèches avec un bâton sur le sol pour leur dire vous marchez là, parce que moi, en fait, je vais bouger, quoi. Moi, je vais vous suivre en passant par derrière la maison, parce qu'au final, on longe le mur. Et puis après, on voit un mec valser, et puis tu revois Hamlet arriver, tout plein de sang, là. Tu te dis, putain, il a mis cher, et en fait, lui, il se déplace latéralement, quoi, il fait son plan séquence. Et en fait, il a fait des croix, enfin, il leur a fait un chemin, quoi. Il a été assez intelligent de mettre certains passages qui lui permettent de faire des coupes s'il y a des problèmes. Quand on voit à un moment, ça fait des mini-écrans noirs, mais il se dit, si ça merde plus loin, je peux couper là, quoi. Voilà, par exemple, quand il longe la maison,
On C'est un mec suppose qui traverse. qu'il peut rattraper, tu vois, s'il y a une Hmm. couille à un moment. Puis c'est pareil, attends, quand tu regardes cette bataille, cet assaut de village qui est énorme, putain, t'as vu derrière, enfin, c'est rempli de personnes qui se battent, quoi. Oui, Et ils sont énormes. moi, j'ai quand même pris le temps d'observer le fond. Putain, les chorégraphies, même derrière ce qui se passe, c'est assez dingue. Hein. Puis on a une violence Ah oui, c'est violent à ce moment-là. qui prend les tripes, quoi. Enfin, on a une pure violence. Je vais pas spoiler, mais il y a juste une scène. La maison. Ah non. Voilà, je dirais pas plus. Voilà, je dirais pas plus, mais voilà. Bah, C'est. Après, le seul truc. Ça prend. C'est énorme, c'est clair, c'est énorme. Mais après, le seul truc qui m'a un petit peu choqué, c'est la transition. On passe quand même d'un gamin qui dit je te vengerai mon père, je te sauverai ma mère, je te tuerai mon oncle, et Yaram, et puis paf, on arrive à un colosse de 120 kilos avec une peau de loup sur la gueule et tout. Et tu te dis, mais putain, comment il a fait pour en arriver d'un petit garçon qui vient de vivre une tragédie humaine pas possible à ça? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Ça, j'aurais bien aimé qu'il développe un peu plus ce côté-là. On en a parlé aussi un petit peu avant d'enregistrer. C'est vrai que c'est trop brut. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé. On a vraiment un trop gros arc ah oui. de vide. L'ellipse est un peu trop violente, quoi. Par contre, on sent la rage quand il est dans le bateau et qu'il rame et qu'on a les plans de chaque personnage et qu'on arrive sur lui. Tu fais je vais être copain avec toi, je t'embêterai pas, je te ferai pas de mal, tu me manges pas, s'il te plaît. Et puis, je sais pas si tu as remarqué, il a le nez déformé durant ces séquences-là, il s'est cassé le nez ce coup. Il s'est cassé le nez pour avoir une gueule. Il fait cassé. Il fait merde, il est fou. Ah, mais c'est ça. Hein, il est investi, quoi. Oui, bah oui, de toute façon, quand j'avais dit en Tarzan, dans Tarzan, j'avais vu un interview avec toutes les explications de tout l'entraînement qu'il avait fait. Il s'était mis des poids sur les mains pour élargir sa main. Élargir sa main, et en fait, que ses mains aient le réflexe de se positionner comme ça, comme les gorilles, en fait. Ouais, tu verras, il montre sa main en gros plan. Il a une main, elle fait le double de la mienne, quoi. Elle est gonflée. Hein. Ah oui, parce qu'en fait, il mettait des poids dessus. Elle est gonflée, il mettait des poids dessus pour qu'il y ait vraiment le côté main gorille. Moi, je pensais que c'était un effet numérique. Hein, non. Dire. Et en fait, non. Non, il mettait des poids sur ses mains tous les jours. Enfin, on va revenir sur la violence, mais oui, il y en a quand même quelques scènes où c'est dur. Hein. Mais tu vois, après, je pense que c'est un film, il est tellement marqué à tous les niveaux, c'est pas pour tout le monde quand même. Quoi. C'est ça. Bah ouais, c'est ce que je me dis. Toi, ils le mettent en moins de 12 aussi. Il marche pas en salle, hein. C'est un échec commercial. Ils le mettent quand même en moins de 12 au ciné. Hein. Moi, ma fille, elle est intéressée par l'univers viking. Je lui ai dit non, tu n'iras pas le voir. Hein. Moins de 16, hein. Pas moins de 12. Bah, on sentait quand même dans les bandes annonces que ça allait pas rigoler. Ouais, mais. À ce point-là. Tu t'attendais pas à un truc aussi éclectique, quoi. Non, je pensais qu'on aurait été dans une violence à la Conan, un truc comme ça, quoi. Tu sais, un truc qu'on monte du sang, mais sans te montrer un égorgement en gros plan ou une main qui saute ou un pif qui se fait carrément lacérer. Ah, puis attends, le patchwork au mur aussi. Ouais, et puis t'as pas mal de corps morts en décomposition. C'est un universel, quoi. Ça rigole pas. Ah bah c'est barbare. Bah, le rituel avant qu'ils partent en bataille, il est quand même assez tribal. Hein, ils font leur danse et tout, ils crient à la lune. Moi, je t'avoue, j'étais fasciné. Hein. Mais on est barré dedans dès les premières secondes. J'étais fasciné, puis en plus, j'ai retrouvé, comme j'avais fait un petit avis sur mon Facebook, j'ai retrouvé des petits hommages à Conan par-ci, par-là, même l'original, en livre, que Robert Iger a glissé par-ci, par-là. Donc, en plus de son côté mythologique, son côté historique, puis de son côté pointilleux, on sent qu'il y a quand même une putain de pop culture aussi derrière et qu'il a voulu la marquer aussi dedans, quoi. C'est... Oh putain. Ouais. L'année va être triste après ça. Ce film est une pépite. Ah oui, c'est certainement ce qu'on va certainement voir de mieux cette année. Enfin, pour le moment...
Moi, comme je disais, c'était une de mes grosses attentes et c'est un peu dommage parce que du coup, ça se fait quand même tôt dans l'année. Donc, du coup, maintenant, je suis un petit peu en chien. Bon, il y aura des surprises auxquelles je m'attends. Oui. Doctor Strange. Bon, c'est Sam Raimi, moi, je suis client. Hein. Après, il faut voir. Quoi. Il est très bon, Doctor Strange. D'ailleurs, l'ami Boris a surkiffé. Bah, j'imagine. Il a trouvé que c'était certainement le meilleur Marvel depuis Depuis le début. Depuis le début, ouais, quasiment. Voilà. Donc, on va dire que la réalisation d'un film, on parle souvent de scénario, mais là, comme tu vois, on a un scénario simple, mais avec un réalisateur qui est presque un orfèvre. Qui s'est donné à fond. Hein. Donc, ça fait quand même une putain de différence. Ah bah, quand t'as un bon réal, ça joue. Voilà. Hein. Un bon réal, un bon metteur en scène. Oui, puis il sait de quoi il parle, son sujet, quoi, parce que on aurait très bien pu partir sur un film viking avec juste quelques petites bases, mais là, non, il a à savoir, quoi. Avec des mecs, tu sais, qui ont le crâne rasé puis des queues de cheval. Voilà, c'est ça, et la rane, quoi. Alors que là, ils sont ébouriffés, ils sont touffus, ils sont sales, ils sont pas propres, même la ferme, hein, c'est dégueulasse, quoi. Ils ont les mains pleines de terre, ils marchent dans la boue. Ah, t'es quand même. Ouais, t'es quand même dans un univers qui est pas propre. Hein. Puis même les femmes, elles ont pas le beau rôle non plus. Hein. Il y a vraiment le côté. On montre pas que le côté barbare des Vikings, on montre que c'était aussi des vendeurs d'esclaves. On montre tout, hein, qu'ils étaient quand même attachés à la famille, parce que le frère Félon, autant qu'il est pourri, il a assassiné son frère, mais tu vois, ses enfants, c'est sa vie, quoi. C'est ça. Sa femme aussi, hein. Après, on va pas spoiler, on apprend pourquoi ça s'est fait, le meurtre du roi au début. Voilà, il y a des raisons, ça s'est pas fait pour rien. Hein. D'ailleurs, c'est assez choquant quand même la scène. Mais putain, qu'est-ce qu'ils jouent bien les acteurs, merde. Quoi. C'est ça. Nicole Kidman, hein, elle est bluffante. Ouais, malgré son. C'est dommage. Elle est liftée sévère. C'est un peu ça relativement dommage. Ça ne l'empêche pas de bien jouer, ça ne l'empêche pas de faire passer ce qu'il faut passer en émotion. Oui. Ça ne l'empêche pas. Et au final, le peu de gamins qu'il y a, ça joue pas mal. Hein. Même, ouais, dans l'ensemble, tous les acteurs sont bons. T'avais râlé pour Alexander Skarsgård en gamin. Je trouvais que physiquement, je comprends pas comment un gamin comme ça, avec le visage qu'il a, les dents avancées, pouvait devenir Alexander Skarsgård. Il fait faire de la chirurgie esthétique. Voilà, tant pis. C'est une bêtise de casting, ça n'enlève rien. Le film est superbe, quoi. C'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis. Et puis il faut savoir que depuis un moment, quoi. Et après, il faut savoir qu'Alexander Skarsgård et Nicole Kidman, c'était pas la première fois qu'ils jouaient ensemble. Donc, Big Little Lie. Big Little Lie, voilà, c'est ça, et qui incarne un mari violent contre Nicole Kidman. Et donc, ils ont déjà joué ensemble dans cette série. Il y a plusieurs acteurs qui ont joué dans la série Game of Thrones. Hein. Ah bon ? C'est le cas de la. Bah oui, c'est le cas de la montagne. Il y a la montagne dans le film. Bah oui, plusieurs acteurs de Neufman ont joué dans Game of Thrones. Bon. Et Ralph Ineson, Dagmar. Salut les moches. C'était juste pour vous pourrir l'appel, quoi. Mais de toute façon, moi, j'aurais pas saisi les acteurs qui jouaient dans Game of Thrones. J'ai pas vu cette série. Je t'avoue que la montagne, je ne l'ai pas repéré de visu. Torifin Togasser. Donc il doit jouer un mec lambda qu'on connaît pas plus que ça. Hein. Mais... allez, vas-y. Donne ton avis sur ce Northman. Qu'est-ce que tu en as pensé dans l'ensemble ? Pour moi, c'est une claque. Voilà, c'est une claque visuelle. C'est un plaisir de voir un film de cette qualité-là en 2022. Parce que je trouve qu'on est arrivé à une ère du cinéma où on devrait avoir des films comme ça plus souvent. Une claque générale. Le plaisir de retrouver Alexander Skarsgård, qui est un très bon acteur à mes yeux. Le plaisir de retrouver des bons acteurs, Nicole Kidman, on n'en parle pas assez, mais ça reste une très très bonne actrice aussi. Oui. William Dafoe, qui est un très bon acteur aussi et qui n'est pas seulement relié au Bouffon Vert, parce que je trouve que beaucoup de monde, malheureusement, le met au même lien que le Bouffon Vert. Je trouve ça un petit peu dommage que maintenant il soit relié qu'à ce rôle-là. Je pense pas que sa carrière se résume qu'à ça pour les vrais cinéphiles. Je ne parle pas pour les vrais cinéphiles, mais je parle pour les mondes en général. William Dafoe, pour beaucoup de personnes, c'est le Bouffon Vert. Donc voilà, je trouve que c'est un acteur qui a une palette de jeu incroyable.
J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai pleuré, Ris pas trop. Non, mais je veux dire qu'il y a des petits trucs comme ça où on se dit ah tiens, enfin ça y est, il a pris son coup d'épée dans la tronche et qu'il le mérite. Non, voilà, c'est un film qui nous redonne les émotions, l'essence même du cinéma, les frissons, l'angoisse, la peur. Enfin voilà, on est à fond avec le personnage, on a envie de retrouver la vengeance, on a envie qu'il le bute, qu'il bute son oncle. Voilà, on est à fond vraiment dedans. Après, il y a quand même une morale sur la fin. Ah oui, non, mais il y a une morale, je suis d'accord avec toi. Il accomplisse la vengeance, mais ça a un prix. Ça a un prix, voilà. Vous le saurez à la fin, si vous regardez le film. Mais voilà, mais ouais, non, franchement, pour moi, c'est une petite pépite du cinéma qui mérite tellement, qui mériterait d'avoir des prix. Enfin, franchement, honnêtement, voilà, qui mériterait d'arriver. Ah oui, sur la réalisation, les costumes. Les costumes qui mériteraient d'avoir des prix. Moi, c'est un film que je pourrais regarder sans problème, encore et encore et encore et encore. Les musiques, les décors, tout est beau, tout est vrai. On voit que c'est pas des films avec des décors, des fonds verts. On sent que les acteurs sont vraiment investis dans le film. Tout est juste waouh. Donc moi, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année 2022. Malheureusement, je pense que ce sera le seul parce que je suis pas sûre qu'en qualité film, on va ressortir de quelque chose de ce même niveau que là. Donc moi, voilà, c'est un coup de cœur. Je vous supplie d'aller le voir au cinéma. Je vous le dis, allez le voir au cinéma ou en VOD, sachant qu'il est sorti en VOD. Au cinéma, parce que c'est les entrées qui vont parler. C'est les entrées qui vont parler. Juste, au cinéma, ça va être compliqué. Il est déjà sorti? Il est déjà parti? Et moi, il était, quand j'y étais première semaine, il était déjà dans une petite salle. Et cette semaine, il était encore en salle, mais encore plus petite. Donc, Ah oui, il se pointe à un mauvais moment, il y a Doctor Strange et les gens ne vont pas aller voir ça. Bon, bah alors, regardez-le en VOD et puis partagez-le. Et puis bah voilà, c'est un film qui mérite d'être vu. Voilà, tout simplement. Même que ce soit en cinéma ou en VOD, c'est un film qui mérite d'être vu. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, c'est mon coup de cœur de 2022 et c'est une pépite et un chef-d'œuvre. Voilà pour moi. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oui. Je ne peux pas faire plus. Alors, Fabrice, toi, moi, toi. Vas-y, Jérôme, je te laisse la primaire de la chose. J'ai déjà bien assez parlé pour le moment. Tant que c'est intéressant, c'est pas le souci. Hein. Que dire qui n'a pas été dit. Je peux pas ajouter grand-chose de plus. Moi, donc du coup, je vais la faire subjectif à fond. Donc, du coup, moi, je suis un gros fan d'Heroic Fantasy, de l'imaginaire, Conan, tout ça. C'est mes œuvres de chevet, autant les romans que les films qui ont été adaptés. Donc, à Conan, je me rappelle, j'étais subjugué gamin, et là, j'ai retrouvé ça, mais puissance 50, quoi. Tu vois, une fresque d'heroic fantasy entre mythologie et réalisme. C'est vraiment une claque, quoi. Les acteurs sont tous bons, quoi. On l'a répété des dizaines de fois depuis le début, et c'est une vérité. Il n'y a pas de fausses notes dans le casting. L'exactitude de la reconstitution historique, les arbres, les cultes, les trucs tribaux, tout ça. Une histoire très simple, mais au demeurant tellement profonde en termes humains, mythologiques et tout le reste. Donc, en gros, sous des apparences simplettes, il y a tellement un fond, quoi, aussi, qui se développe au fur et à mesure. Ouais, c'est sûr que les deux acteurs principaux, Anya Taylor-Joy et puis Alexander Skarsgård, ils crèvent l'écran par leur charisme, aussi bien l'un que l'autre. La fin, toi, t'as trouvé peut-être que c'était un peu trop, moi je l'ai trouvé superbe, quoi. En termes de message iconique, tu vois. Je ne l'ai pas trouvé trop, c'est juste que je pense qu'elle peut rebuter quelqu'un qui n'aura pas compris le reste du film, tu vois.
Bah moi j'ai quand même lu quelques critiques où des gens disaient que c'était un super beau film, mais que c'était trop mythologique. On voit trop de trucs fantasmés, oniriques. Donc oui, il y a des gens qui sont un peu réfractaires à cet univers d'imaginaire, hein, mais qui était tellement ancré dans la culture nordique, hein, comme tu le disais. Donc du coup, bah, il a mis ça en image comme il pouvait. Hein, ça reste un film. Hein. Après, il faut aussi saluer, au-delà des décors, des costumes, des acteurs, des armes et tout. Faut aussi saluer le travail du réalisateur, hein, avec des plans, des superbes plans iconiques, des, des poursuites. Enfin, il a vraiment usé vraiment de sa science cinématographique sur les cadrages. Le combat de fin est magnifique, hein, la scénographie, la puissance des coups, les corps harassés des deux mecs. C'est super bien joué, ça te prend au trip, quoi. Ça te prend au trip, tout simplement. Le décor est magnifique, avec ces flammes rougeoyantes là, qui sortent, la lave qui coule. C'est juste beau, c'est violent, c'est prenant, c'est triste aussi, dans un sens. Donc, ouais. Je sais pas, moi, après, je sais pas, un Dune m'a fait bander. Là, on est des niveaux au-dessus. Hein. Là, ça t'a fait jouir, quoi. Ce n'est pas le même plaisir du cinéma, justement parce que le réalisme, les petites mains du cinéma, tout ce qui fait le cinéma comme on le connaissait à l'époque, quand nous on était gamins, la reconstitution des décors, des costumes, tout ça, c'est poussé à l'extrême, à un extrême qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et comme tu dis, bah, du coup, on en reprend plein la gueule comme quand on était gosse. Et bah, ça, c'est le cinéma. Ça. Je vais dormir avec une vue de Dune. Donc, une sacrée pépite, quoi. Ça, c'est sûr. Après, le meilleur film de l'année, je sais pas. Faut voir l'année. Des fois, il y a des surprises. Mi-année. Meilleur film de la Mais en mi-année. tout cas, il est bien parti pour, si on doit faire un top à la fin de l'année, pour être en première place. Ah oui, carrément, moi, il est Voilà, c'est dit. Hein. Je changerai peut-être d'avis en voyant d'autres dans l'année, mais en tout cas. Non, moi aussi, ma première place. Voilà, hein, donc j'ai pas dit grand-chose de plus que toi. Hein. Moi, le côté mythologique m'a fasciné. Hein. Il y en a qui trouvent peut-être que c'est trop ou qu'il en a abusé. Moi, j'ai trouvé que c'était bien dosé. C'est juste. Et que ça apporte justement ce petit cachet, ce petit supplément d'âme à ce film qui aura été, ma foi, très beau, très technique au niveau de la réalisation, mais banal sinon. C'est ça, oui. Voilà, rien à dire de plus. Et puis, bah, forcément, les gens le regardaient en messe. En messe. Comment gagner de l'argent à masse? Eh ben, va regarder dans la semaine. Merci, Jérôme. Que dire de plus? Oui, on peut que féliciter tout l'ensemble de l'équipe technique du film, hein, en passant du scénariste au réal, au costumier, aux musiciens, aux acteurs. Les chorégraphes, on peut en parler aussi, les chorégraphies, les combats, voilà, hein, très convaincants. Surtout les batailles. Hein. Ouais, même les 1 contre 1 ou la scène d'infiltration. Les batailles, il faut gérer la masse de figurants. Là, c'est quand même ouf. Quoi. Même si c'était pas encore des batailles, comme on a pu en voir dans certains films de Vikings, où c'est peut-être un petit peu abusé, où il y a des centaines et des centaines de personnes, là, c'est plus on va dire que là, c'est cohérent parce que chaque personne est à sa place et fait quelque chose, en fait. Donc, du coup, les décors, c'est bluffant. Bon, ça aide aussi, hein, la mise en scène de Eggers. Ça aide à sublimer encore plus les décors de l'Irlande qui nous font réellement passer, enfin de l'Islande, excusez-moi, qui nous font vraiment passer, voyager, c'est carrément, on voyage. Hein. Ah oui, non, mais on est dans le bateau et on y va. Hein. C'est vrai que ça, nous, on ne l'a pas évoqué, toi tu le mets en avant, oui, les paysages sont magnifiques. Ah oui, non, il y a des putains de beaux plans de contemplation, de paysages qui sont super beaux. Hein. Même si, comme on le disait un peu plus tôt, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur
La Les transition. 20 ans qui séparent son enfance du moment où on le retrouve dans le bateau, enfin dans Drakkar. Bah, c'est le point noir du film pour moi. Et encore, Mais ça gâche rien. Bon, Non, ça gâche ça rien. gâche rien, hein, ça tue pas la cohérence du film. Hein. on a embrayé sur l'histoire, quoi, bah, t'es rebarré dedans et puis. Et t'oublies le voilà, côté enfant, quoi. Tu le mets de côté, oui. Et ouais, moi je suis peut-être partie de ceux qui auraient peut-être aimé un tout petit peu moins d'onirique, tu vois. Mais pas. Qu'ils en Oui, bah retirent pas des masses, quoi. Mais Non, peut-être je un peu moins de scènes où on se demande si c'est du concret ou de l'imaginaire, tu vois. peux comprendre qu'à certains moments, ça peut sortir du film, genre, bon, on va un peu spolier. La scène de l'épée, tu vois. Ouais, alors ça, c'est une scène qui est qui est reprise par Robert Howard dans son Conan, d'ailleurs. Ah, d'accord. Bah, Conan, du coup, voilà, moi, je spoil pas, je vais pas dire ce qui se passe, mais Et voilà, c'est des quand il va références. récupérer l'épée, ça me. bah, c'est dans sa tête, en plus. de- On est d'accord que c'est dans sa tête. Voilà. Bah, comme il y a des moments, tu sais, je vais imager pour pas spoiler. Il va toucher quelqu'un, et puis il va voir, genre, ce qui se passe dans 15 ans. Et tu sais pas si c'est lui qui fantasme ça, ou s'il a d'autres visions. Genre quand ils s'embrassent sur le bateau. Ouais, voilà, par exemple, ouais, il voit ce qui va se passer, je sais pas, 10-15 ans plus tard. Justement, j'en parlais avec je sais plus qui. Et c'est vrai que c'est peut-être juste pas des points noirs, on va dire des points un peu moins positifs. C'est clair. Bah, on peut dire que si tu es quelqu'un de très terre à terre, ça peut te faire un peu sortir du film. Ça peut te faire décrocher 5 secondes parce que c'est très bref en fait. Ah, mais ça te raccroche tout de suite, quoi. Bah oui, c'est la force du film en fait. C'est ça. C'est Ça peut te décrocher, mais ça te raccroche immédiatement parce que tu repartir sur du réel. Et ces transitions, en fait, elles sont vraiment très très courtes en fait. Donc tu décroches un peu et après tu recroches directement et derrière le film, quoi. Ah, puis voilà, on nous montre quand même un côté vraiment spécial du viking avec le côté tribal, berserk, les rituels d'avant-combat, ça on les a pas forcément bah non, parce dans que les séries, les films, enfin j'en ai pas souvenir du moins. une culture qui est fantasmée, hein, tu regardes la série Viking, est-ce que tu vas retrouver cette puissance, cette véracité du Viking? Non, tout est propre, les fermes sont propres, les mecs sont propres même quand ils se battent. Non, non, là, t'es dans un autre niveau quand même. Non, c'est vraiment un très 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 grand film. Et ouais, ceux qui ont encore la possibilité de pouvoir le voir en salle, mais foncez. Foncez, allez-y, il y a encore dans certaines salles. Et Oh puis, oui, certainement. Mais il y a même certains petits ciné qui vont le proposer un peu plus tard. Des fois, ils les ont pas forcément tout de suite, les copies. Donc, Et il y a un truc, je me demande ce que ça pourrait donner en VO, mais vraiment VO scandinave, quoi. Ouais, bah en tout cas, ouais. En langue originale, ça doit être sympa, carrément. Musicalement, c'est top aussi. Hein. Les musiques les musiques, c'est. Bah, en fait, c'est très difficile de trouver des fausses notes à part d'être tatillon. C'est ça. À ce Et film. encore, c'est vraiment sur du ressenti, c'est même pas sur la qualité du film en lui-même. En sachant bien sûr qu'après, ça va être subjectif. Hein, il y a des gens qui vont pas du tout aimer. Ah oui, non, c'est clair, là-dessus, on est. Peut-être trop violent, peut-être trop viscéral, peut-être trop mythologique à certains moments. Je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Mais bon. Ça enlève pas la qualité du film et ça enlève pas le travail du réalisateur, quoi. Ça vise clairement pas le même public qu'un Spider-Man ou un Doctor Strange ou un Fast and Furious. De toute façon, avant de faire la vidéo cette semaine, je regardais un petit peu les entrées. Aux États-Unis, il fait un bide. Bah, il fait un bid à mon avis partout. Hein. The Northman, il fait un bid aux États-Unis, il se ramasse la gueule, quoi. Dans les pays européens, un peu moins. Il y a le bouche à oreille qui commence à fonctionner, mais je pense que le fait que les tickets sont pas là, hein, du fait, ça les a très motivés à sortir le film en VOD très vite.
Et ça va peut-être pas forcément les motiver à ressortir des films de ce genre à l'avenir, quoi. Ou ça ne veut peut-être pas les motiver à dire, écoute, Robert Egger, c'est génial, t'as des idées, machin, mais tu fais pas de fric, alors va te faire foutre. Alors que Tu le sors un mec, truc à 4 millions, il fait des entrées, là, on te file 90, tu fais de la merde. alors que le mec, il mériterait d'avoir ses 300 millions de dollars, quoi. Parce que Ouais. lui, il en ferait quelque chose, lui. Et surtout, il y a aussi des reconnaissances du milieu aussi, parce que je pense que c'est le genre de film où. Ah, bah, dans le milieu, il est reconnu, hein, quand même. Hein. On dit pas que c'est un réalisateur de merde, mais c'est pas ça que les producteurs ou que les financiers vont voir. Eux, ce qu'ils vont voir, c'est que ça se vend. Non, c'est sûr, mais bon, entre Spider-Man qui mérite un Oscar et ce film-là, je te disais que ce film-là mérite l'Oscar directement. Il n'y a pas eu d'Oscar, Spider-Man. Non, mais il y a une pétition pour qu'il ait un Oscar. Moi, je veux une pétition pour Tasman et un Oscar. Ça peut quand même se faire. Hein. C'est pas les entrées des films qui décident des Oscars. Hein. Il mérite ça. Il peut l'avoir pour ses qualités. Hein. Comme les palmes à Cannes, hein, dont le festival s'est activé actuellement. Hein. Il mérite largement d'avoir une reconnaissance, ça c'est sûr. Bah, il mérite un peu plus que ce qu'on lui balance en ce moment, c'est-à-dire des entrées, c'est pas foufou, quoi. Mais voilà, hein, au moins il arrive à. Il laisse pas indifférent, on va dire. Il laisse pas indifférent. Non, je pense que ça va choquer certaines personnes dans le cinéma de voir un mec arracher la gorge d'un type ou de se faire couper le pif à vif par un gamin de 10 ans, quoi. Ou des mecs crier à la lune avec des pots de bête sur le dos, quoi. Ouais, puis les couilles à l'air, quoi. Parce que je suis pas de slip, hein. Donc, ouais, c'est vraiment un film viscéral. Ouais, il y a un côté bestial qui est rentre dedans, quoi. C'est une expérience. C'est une expérience. Voilà. Mais le cinéma doit être une expérience. Hein. On doit ressortir de la. Enfin, moi, je trouve qu'on doit. Enfin, on doit ressortir d'un film avec des questions, des réponses, mais quand même des questions et puis une interrogation, quand même. Hein. Pas qu'on nous mâche tout le travail, quoi. Là, t'as des deux. Comme je le disais, c'est une des rares fois où la salle reste silencieuse à ce point à la fin du film. D'habitude, les gens, hop, le film est fini, on se lève, on discute tout de suite. Là, les gens, ils sont restés bien 2-3 minutes avant de commencer à se lever, quoi. Peut-être le temps de se remettre. Non, c'est vrai que nous, on a fini le film un petit peu pareil chez nous. Hein, mais... Alors, je vais pas te dire épuisé, mais ça t'a tellement puisé dans les tripes que c'est des chaos, quoi. T'en as pris plein ta gueule. Bah, c'est le genre de projet qui est ambivalent. Hein. Il y a une vision d'auteur, il y a des choix artistiques, il y a des choix mythologiques. Les gens, comme on disait, ils ont une vision du viking que lui amène peut-être pas selon certains codes. Donc, t'as pas les codes de Viking, la série, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça peut coincer, quoi. Ou d'un Assassin's Creed Valhalla. Hein. C'est édulcoré, c'est le Viking pour les masses, quoi. Alors, au 21 mai 2022, Northman a rapporté 32,3 millions de dollars aux États-Unis et au Canada et 27 millions de dollars dans d'autres territoires. Pour un total de 59,7 millions de dollars. C'est pas top, hein. Putain. C'est pas top, hein. C'est pas top. Je te dis, il marche pas du tout. C'est triste. Oui, c'est triste, parce que là, c'est un film avec qui fait travailler tout le monde, autant des chorégraphes que des cascadeurs, que des couturiers, que des forgerons, que des charpentiers. Des écrivains. Des écrivains, des archéologues, des historiens, des gens spécialistes en culture tribale, des musiciens folkloriques. Ça embauche tellement d'artistes. Par contre, il est très bien noté par rapport aux critiques. Hein. Il y a les critiques 7,7 sur 10, plus de 89%.
Bah, il a des notes de critique qui sont 5 sur 5. Si je veux un réel avis, il faut pas aller sur Allociné. Allociné, c'est plus Ah. les grosses masses, quoi. Non, je suis sur Wikipédia. non, là, elle te donne les chiffres mondiaux, comment ils fonctionnent. Mais après, j'ai envie de te donner un exemple qui est représentatif. Hein. Tu prends Blade Runner, je vais revenir sur ce que je connais, hein, puis sur ce qui m'est là. Hein. Ça ne marchait pas au cinéma à la sortie. Il y a un film trop long, trop contemplatif, fallait réfléchir. Des codes visuels qui sortaient de nulle part. C'était un peu un ovni, quoi, un film très long. Il n'y avait pas trop d'action. Tu parles duquel? Celui de Villeneuve ou de l'autre? Non, je parle de l'original avec Harrison Ford de Ridley Scott. Ça n'a pas été un succès commercial à sa sortie au cinéma. Hein. Parce que 2049, c'est vrai que moi j'ai eu du mal. Hein. Ça s'est fait après. Ouais. Ça s'est fait après pour Blade Runner de Ridley Scott. Hein. Ça s'est fait avec le bouche à oreille, le machin, le patati, le patata. C'était pas un succès commercial au début. Hein. Et pourtant, maintenant, le film est culte et est cité comme une œuvre de chevet par beaucoup de monde, dont Bibi. Hein. Mais bon, comme tu le disais, enfin comme vous le disiez tous les deux, hein, pour le moment, moi, c'est la claque cinématographique de l'année, voire même plus que ça. Hein. Du coup, Son Horseman, on a validé à 3 Totalement. de bien belle façon. Hein. On a été bien embarqués. C'est ça. Donc, allez-y, courez-y et faut vraiment qu'on arrive à voir de plus en plus ce genre de films. On va peut-être pas le dire d'ovni dans le paysage cinématographique, mais ça fait du bien. Ou alors, ce film, hein, ouais, courez-y. Faut vraiment montrer que on est beaucoup à supporter ce genre d'initiative. Parce que bon, c'est pas un ovni hein, non plus du cinéma. On n'est pas sur des trucs expérimentaux, mais On est sur une. On va plus l'être avec Cronenberg. Là, on est quand même dans un film qui se rapproche des films d'heroic fantasy qu'on avait dans les années 80-90. C'est ça, avec une modernité 2022. Exactement. Esthétique, hein, forcément. Donc voilà, une esthétique plutôt marquée, que ce soit musicalement, visuellement, on a vraiment quelque chose de très 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 marqué, Très pointilleux. C'est une expérience, hein, voilà, moi je peux pas en dire plus, c'est une expérience viscérale. C'est vrai, ça. c'est vrai. C'est vrai Quand on voit le film, on ne ressort pas de la même façon qu'on était. Non, moi ça m'a vraiment pris aux tripes et si j'ai l'occasion, il faut que je retourne le voir parce que. On a une émotion qui. Ah, c'est ça. Ça arrive que ça me titille de regarder une deuxième fois aussi, mais bon. Oh, on va regarder. T'inquiète pas. Ouais, voilà, les 2 heures, mais ils passent à une vitesse. Ah, mais grave, on en met quand ça. En fait, même comme il y a le générique qui coupe, on fait non. Ouais, c'est vrai que ça passe vite. Non. C'est vrai que ça passe vite, tu On veut t'ennuies encore pas. encore un petit peu, s'il vous plaît. Puis cette fin, voilà, c'est. Non, mais la fin, il y a tout, quoi. C'est visuel, c'est viscéral, c'est. Moi, je trouve que la fin est excellente. La musique, il y a tout, enfin, le jeu d'acteur, il y a tout qui est là pour se dire, mais non, c'est pas possible, pourquoi on voit pas ça plus souvent? On veut ça, c'est tout, enfin, voilà, c'est. Les bons réalisateurs, c'est quand même aussi rare. Hein. Faut pas oublier que c'est quand même un milieu qui fait du mainstream. Hein. Donc, je crois qu'il est jeune, hein, Robert Egger. Pas un vieux bonhomme. Hein. Il a une trentaine d'années, entre 30 et 35 ans. Hein. Il a une trentaine d'années, oui. Je sais pas, attends, je vais regarder ça vite fait quand même. Je suis même pas sûr qu'il ait la quarantaine, le gars. Ça m'intrigue. Ah non, je pense pas. Hein. Sinon, il aurait. Enfin, s'il a fait que 3 films en étant aussi déjà âgé. 3 films quand même marqués d'une patte artistique quand même très appuyée. Hein. Ah ouais, quand même. Le gars, il a qu'un an de plus que moi, quoi. Il est né en 83. Ah oui. 38 ans. Ouais. Et tu vois, elle, The Lighthouse, elle n'a pas voulu le regarder. Hein. Elle m'a dit, c'est en noir et blanc, vieux film de merde, patati patata, les gros préjugés de con, quoi. Et puis, je lui ai dit, mais t'as loupé une performance d'acteur et un huis clos qui te prend au bide. Il n'y a que 2 acteurs dans tout le film. Hein. Ah ouais? Ah oui, ils sont enfermés dans un phare, c'est un huis clos, c'est sur la folie.
Je te dis, et tu as des allégories à Prométhée, à Atlas, à plein de trucs comme ça. Bon, tu les vois ou pas, mais même si tu les vois pas, ça gâche pas le film. Putain, il te prend au beat ce film, quoi. Regarde-le. En gros, c'est vraiment un réalisateur. Ah, il est pas commun comme mec, moi je te le dis. Et puis il est cultivé et il met ça en avant dans ses films. Il s'investit dans ce qu'il fait parce que, en plus, a priori, la culture viking, ça y est pas venu de très longtemps. Hein. C'était d'un voyage juste en Islande ou je sais pas quoi, et puis du coup, il est tombé amoureux du pays ou je sais pas quoi, et Alexandre Skarsgård qui lui a réclamé un rôle depuis un moment. aussi, et du coup, justement, c'est tombé a priori au bon moment, quoi. Donc Alexandre Skarsgård qui est quand même assez attaché à ses racines, et puis lui qui venait de voyager, ça a fait tac. Ah, puis ils se sont bien trouvés les deux, hein. Et puis est né un magnifique projet, un magnifique film. Donc voilà, hein, on va pas vous en dire plus. Hein. Je pense pas qu'on ait spoilé plus que ça. La scène de l'attaque, je crois qu'elle est dans la bande-annonce. Oui, Oui, on la voit. on la voit. On la voit d'ailleurs, c'est une des rares scènes d'action qu'on voit. Après, on ne voit plus du tout de scène d'action du tout. La Valkyrie, ils en parlent à tire-larigot sur les réseaux. Donc, Non, puis on la voit dans la bande-annonce aussi. on la voit dans la bande-annonce Ouais, elle est en gros plan avec ses yeux bleus, là, puis ses bagues, on la voit. Non, on n'a pas spolié, mais de toute façon, qu'on ait spolié ou pas, c'est une histoire que vous connaissez. Si vous êtes coutumier, soit du Roi Lion, soit de Shakespeare. Hein. Donc, on ne peut pas vous spolier de trop, de toute manière. Le pire, c'est qu'on a regardé ce film-là en connaissant la fin, du fait. Toi, comme moi, comme toi. Et ça nous a quand même embarqué. C'est ça. Et ça, c'est fort, parce que c'est une histoire qu'on connaît. Après, à la fin, ils auraient pu adapter autrement. Voilà, c'est quand même une histoire qu'on connaît dans la globalité, mais le fait qu'elle soit remise dans le contexte d'époque, voilà, et tout ce qu'on a dit avant, fait que ça te choque comme ça, et puis, Ça t'embarque. et voilà. Et ça te lâche plus. Et ça, c'est excellent. Donc voilà, hein, montez dans les dracars et allez voir ça. Hein. Voilà, c'est ça. Prenez votre Donc, forme. On y va, allez. Donc voilà, hein, on va pas s'étendre plus longtemps. Hein, je pense que c'est déjà pas mal. Non, Oui. c'est un HO, il faut garder le principe du HO, d'habitude tu fais ça tout seul, que ça donne envie sans trop en dire. Voilà. Ouais, et puis là, voilà, hein, c'est un film qui nous a tellement plu qu'on s'est dit on va le faire à trois. Cœur. Exact. Oui, là, on fait un peu les marketeurs, on le vend un peu, quoi. Ah, mais non, mais on le vend à fond, là. Allez, allez. Bah, on le vend, oui et non. Hein, on n'est pas, enfin, on touche pas dessous. Hein, on est. Non, c'est qu'on a aimé le film, il ne fonctionne pas, hein, c'est un échec commercial pour l'instant, on veut que ça fonctionne. Ah, c'est ça. Pour avoir plus de projets ambitieux comme ça, qui changent un petit peu de la masse de cinéma blockbuster qu'on se bouffe depuis 15 ans. Quoi. Ouais, enfin, même si c'est pas des blockbusters, hein, on se retrouve souvent avec la même chose, mais un peu maquillée différemment, quoi. Donc, oui, tout à fait. donc voilà, là, on est vraiment sur quelque chose de très différent. Et ouais, c'est vraiment l'expérience à vivre en ce premier semestre 2022. Ça. Exact. Donc voilà, on en reparlera peut-être en fin d'année dans nos tops. Hein, Il y a des chances. Hein. Il sera très certainement dans nos top 5, sûr. Parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de films au-dessus. Comme il n'est pas dans le top, s'il n'est pas en top 1, comme tu dis, il sera sûrement dans le top 5. Il y a des chances. Minimum top 2. Minimum top 2, oui, c'est ça. Allez, on se paiera la bouteille au cas où. On vient déjà de spoil la vidéo top 2022. C'est ça. Si on tourne le numéro 1, on se pète le chamboumi. Donc voilà. Sur ce, hein, on vous souhaite une bonne écoute. Puis voilà, hein, continuez à essayer de partager si vous le souhaitez, à nous écouter, à nous regarder, à regarder les autres vidéos, à nous écouter, à écouter les autres podcasts. Voilà. On vous a mis les adresses des podcasts au début. Tous les réseaux, vous nous retrouvez en dessous, plus en générique. Et vous savez où nous trouver. Et puis voilà, comme d'habitude. Hein.
Voilà, on est ouvert aux discussions, hein, encore plus sur ce genre de film. Hein. Ah oui, tout à fait. Ça matière à débat. Et puis, Donc voilà. Sur ce, à très bientôt. Bah écoute, hein, bonne fin de soirée à toi, Fabrice. Ouais, bah oui, ouais, maintenant je sais pas quelle heure il est. Oh, ça va, non, il est pas tard. Il n'est pas tard, mais on est dans la soirée quand même. Voilà, ouais, on est vraiment en fin de soirée, donc bonne soirée, bonne nuit. Bah oui, merci toi aussi. Allez, salut! Salut à tous. Ciao, Allez, ciao. ciao.